Allez, je propose que l'on démarre. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ces 45 minutes que l'on va passer ensemble sur la question de l'accès aux grandes écoles avec un prisme particulier qui vous invite peut-être à dépasser des idées reçues, des préjugés sur les grandes écoles, autour de la sélection, autour du financement et autour de la diversité. Pour ma part, je suis Chantal Dardelé. J'anime pour la conférence des grandes écoles ce que l'on appelle le GOS, le groupe Ouverture Sociale, qui fédère beaucoup d'écoles, plus d'une centaine, sur les questions justement de diversité et d'accès au plus grand nombre, notamment aux jeunes des quartiers, aux jeunes de milieux populaires, aux jeunes en situation de handicap. Julien en parlera également. Bref, on est vraiment convaincus qu'il y a une place pour chacun, pour tous ceux qui ont envie de faire des études supérieures. Ça vaut vraiment la peine de regarder cette proposition. Et je passe la parole à Julien, qui va donc intervenir également. Bonjour à tous, merci Chantal. Je m'appelle Julien Soro, je suis le co-animateur du groupe handicap de la conférence des grandes écoles. Comme l'expliquait rapidement Chantal, le groupe handicap a un rôle similaire à celui du groupe d'ouverture sociale. C'est un groupe de travail et de réflexion qui regroupe l'intégralité des référents handicap et de toutes les personnes impliquées dans les problématiques de handicap dans les grandes écoles. On se réunit régulièrement, on partage les bonnes pratiques. Et donc, je suis, dans ma vraie vie, je travaille à l'EM Normandie. Je suis responsable du service équilibre et inclusion à l'école de management de Normandie. Merci Julien. Alors, j'ai oublié de préciser, pour ma part, je travaille à l'ESSEC, qui est une école de commerce, mais c'est vraiment au nom de l'ensemble des grandes écoles que l'on s'adresse à vous aujourd'hui. Alors, derrière le webinaire, il y a également Solène Kéré qui est avec nous et qui va lire et potentiellement répondre déjà à une partie des questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à utiliser le questions et réponses en bas de votre écran et nous vous répondrons soit oralement, soit par le chat. Alors, nous avons dit qui nous sommes, mais on va essayer de savoir qui vous êtes. Alors, si tout va bien, on croise les doigts, vous allez voir apparaître un petit sondage pour adapter notre propos à vos attentes. Dites-nous qui vous êtes. Alors, cochez la case à laquelle vous pouvez vous identifier. Vous êtes lycéen en première, vous êtes en terminale, vous êtes étudiant, vous êtes peut-être enseignant ou dans l'enseignement secondaire supérieur, parents d'élèves peut-être, autres. Dites-nous qui vous êtes. Et ça nous aidera à adapter nos propos à notre auditoire de ce soir. Alors, on se donne, allez, on va dire 15 secondes. Normalement, vous cochez et on verra apparaître le panorama général de qui vous êtes. Solène, quand tu penses que c'est bon, je te laisse donner le résultat des courses. Et voilà. Donc, parmi les 121 personnes que vous êtes, nous avons 17% de lycéens de première, 22% de lycéens de terminale. Donc, à vous ensemble, vous êtes sensiblement 40% de nos auditeurs. 16% sont déjà dans l'enseignement supérieur. Très bien. Quelques enseignants. 35% de parents d'élèves aussi. C'est intéressant de le savoir. Et puis d'autres, bon, peut-être par le chat, vous pourrez nous parler questions-réponses. Vous pourrez nous dire si vous avez des attentes particulières. Très bien, donc merci pour ce jeu. Puis accessoirement, vous avez vu, on peut interagir. Le sondage est une des pratiques, mais il y en aura d'autres, et notamment les questions-réponses. Et je vois qu'elles commencent à arriver. Je vais commencer d'abord par prendre la parole pendant, on va dire, 10-15 minutes pour vous parler diversité, pour vous parler financement, pour vous parler préjugés, voilà. Et pour vous parler autocensure. Et on va peut-être commencer par là. Pourquoi ce titre? Pourquoi mettre l'autocensure là-dedans? Déjà, peut-être pour passer un premier message. Par rapport à la diversité, quand on voit la diversité des grandes écoles, que ce soit en termes de type d'école, que ce soit en termes de lieu d'école, que ce soit en termes de mode de recrutement, franchement, elle s'adapte à un public très large. D'où l'idée de dire, si vous avez la moindre envie de regarder de plus près, franchement, allez-y, autorisez-vous à penser aux grandes écoles, autorisez-vous à creuser le sujet, autorisez-vous à vous dire une grande école, pourquoi pas moi? Je dis parler de la grande diversité des écoles. Vous avez peut-être déjà entendu dans les conférences précédentes un zoom sur les écoles d'ingénieurs, un zoom sur les écoles de management. Dans la CGE, il y a également des IEP, des instituts d'études politiques. Il y a des écoles d'architecture, il y a des écoles de la fonction publique, il y a des écoles d'agriculture, d'agronomie, de veto. Bref, il y a une grande diversité d'écoles.
Il y a des écoles en Île-de-France, des écoles en province, et là aussi c'est intéressant de savoir qu'il y a cette diversité des possibles. Des écoles très sélectives, d'autres qui le sont un peu moins, des écoles après le bac, d'autres qui recrutent plus tard. Franchement, face à cette grande diversité, autorisez-vous de regarder ce que ça peut vouloir dire. Choisir les grandes écoles, ça ne veut pas dire renoncer à l'université. Vous savez que ce sont des systèmes qui s'articulent, mais ça peut être pour vous une tranche de vie étudiante intéressante et en adéquation avec vos études. Un autre message sur alors à cheval entre l'autocensure et le recrutement, on n'a pas besoin d'avoir une mention très bien au bac pour les grandes écoles, je pense que vous le savez. Il faut faire une grande école si elle semble correspondre à votre projet, si vous pensez cocher les cases des publics pour qui ces grandes écoles sont faites. Et après, si dans cette école, vous êtes effectivement là où vous avez envie d'être, si les sujets vous intéressent, même sans avoir forcément eu des résultats fabuleux au lycée, vous avez toute la possibilité là d'exprimer pleinement votre talent. Donc, une autre raison de ne pas se censurer par rapport aux grandes écoles, c'est le niveau scolaire. Ayez bien en tête qu'il faut évidemment des élèves motivés, qui doivent avoir un potentiel d'apprentissage, mais que c'est sur place que vous pourrez peut-être l'exprimer. Que voulais-je dire encore? Ah oui, les grandes écoles s'adressent bien sûr aux élèves de tous les territoires. Et je vais en particulier zoomer sur des territoires qui peut-être s'autocensurent plus que d'autres. Par exemple, les territoires ruraux sont moins représentés en moyenne, hein, et même en le mettant vis-à-vis de la population qu'ils représentent, sont moins représentés que les lycéens de ville. Pourtant, des talents, il y en a autant dans les territoires ruraux qu'en centre-ville, il y en a autant en outre-mer qu'en centre-ville, il y en a autant en quartier, en politique de la ville ou dans l'éducation prioritaire qu'ailleurs. Le message que l'on veut faire passer, c'est que les grandes écoles ne sont pas réservées à des élèves qui viendraient d'un territoire particulier. Franchement, là encore, les talents sont dans tous les territoires. Autorisez-vous, où que vous soyez, d'où que vous soyez, à oser les grandes écoles. De la même façon, tous les milieux sociaux peuvent aussi tout à fait trouver leur place dans les grandes écoles. On n'a pas besoin d'avoir des parents cadres pour faire des grandes écoles. On reviendra sur la question du financement des études, hein, bien sûr. On n'a pas besoin d'avoir des parents qui eux-mêmes ont fait des études supérieures ou une grande école pour s'y sentir pleinement légitimes. De très nombreux étudiants sont des bacheliers de première génération, autrement dit les premiers de leur famille à accéder aux études supérieures et font leur chemin à la hauteur de leur potentiel. Donc là aussi, sentez-vous bienvenus. Ne vous dites pas, c'est pas pour moi, ne vous dites pas, oh là là, dans mon milieu, on n'a jamais fait ça. Non, non, franchement, sentez-vous libre d'oser les grandes écoles. J'allais dire, non seulement elles s'adaptent à tous les publics, je dirais plus loin, aujourd'hui, elles cherchent la diversité, on reviendra sur ces enjeux-là. Voilà, donc oser les grandes écoles, c'était mon premier message. La diversité, je vous le disais, les grandes écoles non seulement accueillent la diversité, mais sont réellement actuellement en train de façon très volontariste de vouloir augmenter la diversité des publics. Par diversité, j'entends aussi bien la diversité des origines territoriales, que diversité d'origine sociale, que diversité de parcours avant le bac, éventuellement de passage par une étape intermédiaire par les admissions sur titre. Et pourquoi cette diversité? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on pense que c'est une question de justice, hein, j'allais dire. Il y a des statistiques qui disent, par exemple, que les enfants d'ouvriers ont 7 fois moins de chances que des enfants de cadres supérieurs de poursuivre des études supérieures. Franchement, si ces statistiques-là sont vraies, elles ne se justifient absolument pas. Donc, on veut changer ça et on veut que nos écoles soient riches de tous les publics. Et la deuxième raison, c'est que dans les temps que l'on traverse, j'ai oublié de dire, je m'occupe aussi de la transition écologique et sociale à l'ESSEC. Et ça veut dire rien d'autre que de préparer l'avenir. Et les grandes écoles sont là pour préparer l'avenir et pour outiller les futurs décideurs pour qu'ils soient en capacité demain, dans leurs organisations, de piloter des services, de créer de nouvelles organisations, de développer des activités en adéquation avec ce dont la société a besoin. Et parmi ce dont la société a besoin, il faut adresser les problématiques climatiques, les problématiques de ressources, les problématiques de biodiversité, les problématiques d'inégalité qui existent aussi. Et face à ces enjeux-là, qui sont évidemment importants à prendre en compte autant que le développement économique des organisations, on est vraiment convaincu que c'est la diversité des profils qui permettra de trouver des solutions. Autrement dit, c'est quand dans nos écoles, on accueille des étudiants les plus divers possibles, qu'on peut par la suite proposer finalement ou permettre à ces étudiants de rejoindre le monde des entreprises qui, elles aussi, se diversifient. Et on est convaincu que c'est à cette condition-là que les entreprises seront demain en capacité de régler les problèmes de la société, de se développer.
C'est vrai des publics dont je vous parle, publics d'origine populaire, des étudiants boursiers, pour le dire autrement. Et vous savez qu'il y a 3 fois plus d'étudiants boursiers dans le supérieur que dans le secondaire. Donc, on peut ne pas être boursier dans le secondaire, mais l'être dans le supérieur. Donc, je parle de ces publics-là, mais Julien, dans un instant, dira aussi que les étudiants en situation de handicap, par exemple, ont toute leur place dans nos écoles parce qu'elles y apportent beaucoup, comme toutes les personnes qui ont un parcours de vie finalement différent. Voilà. Ça, c'est déjà les premiers éléments que je voulais vous donner sur les questions d'autocensure, d'ouverture sociale, de diversité. Donc, la diversité, les écoles la cherchent. Ça veut dire que si vous avez un public, un profil peut-être un peu différent, voyez-le comme une force et non pas comme une difficulté ou comme quelque chose qui fera obstacle à votre candidature. Au contraire, dans les écoles, on cherche des publics divers. Donc, si vous avez un projet qui vous intéresse, si vous avez un dossier qui tient la route et surtout à travers duquel on sentira un potentiel pour aller plus loin, pour développer des compétences, levez l'autocensure, ne vous dites pas c'est pas pour moi, osez, et vous ne pouvez avoir que de bonnes surprises. Avant de passer la parole à Julien, je reviens sur un point et je te passerai la parole comme ça, je regarderai les questions-réponses, Julien, si tu veux bien. Je viens sur la question du financement des études, parce que parfois on dit c'est pas de l'autocensure, c'est juste que de façon pragmatique, je ne vois pas comment je paierai telle ou telle école. Et on le sait, un certain nombre d'écoles, dont les écoles de management, on est bien placé pour le dire, ont des frais de scolarité élevés, tout simplement parce qu'elles ne sont pas payées par les impôts. C'est l'État, c'est la force publique qui finance bon nombre d'écoles d'ingénieurs, pas toutes non plus d'ailleurs. Pour les écoles de management, vous l'avez peut-être entendu dans la conférence précédente, elles sont souvent privées. Nous, à l'ESSEC, par exemple, on est une association de loi de 1901, mais c'est vrai qu'elles ont des frais de scolarité importants. Là, le message que je veux vous faire passer, c'est n'excluez pas tout de suite une formation, école de management ou ailleurs, sous prétexte que les frais de scolarité sont élevés, parce que aujourd'hui, et puis on va essayer de vous le démontrer, et puis par le chat, on vous donnera aussi peut-être des éléments sur lesquels vous pourrez retravailler par la suite, mais il existe beaucoup de moyens de financer ces études dans les grandes écoles. Je vais juste vous donner quelques éléments et on pourra y revenir. Bon, alors tout d'abord, quand on parle financement des études, il faut anticiper la dépense, c'est-à-dire constituer un budget. On ne va pas détailler ça ici, mais devenir étudiant, c'est bien sûr les frais de scolarité, mais c'est aussi les frais de vie, évidemment. Il faut s'héberger. On ne peut pas toujours rentrer chez soi le soir en suivant la localisation de l'école choisie. Donc, il faut anticiper l'ensemble des dépenses. Donc, il faut faire un budget. Et quand on voit combien il faut sortir par année, en l'anticipant sur plusieurs années, souvent 3, on va dire, parfois 5, eh bien, il faut ensuite aller chercher des modalités de financement. Donc, première hypothèse, il y a la possibilité au niveau familial, très bien, mais il y a plein d'autres solutions, y compris quand la famille ne peut pas financer les études. Par exemple, il existe les bourses. Vous avez déjà dû entendre parler des bourses Crous. Je vous en parlais un instant pour vous dire qu'il y a 3 fois plus de boursiers du supérieur, ce qu'on appelle des boursiers d'État Crous, dans le supérieur. Donc, il y en avait dans le secondaire. Donc, surtout, dès que vous parlez d'études supérieures, allez voir, il y a des simulations possibles en ligne qui vous diront vous êtes boursier Crous, oui, non, et à quel échelon. Et de l'échelon dépend le montant de votre bourse. Donc, ça, c'est très important. Et notez qu'à ces bourses Crous s'ajoutent des bourses internes. Vas-y. Tu es sur les bourses Crous, je précise tout de suite, comme ça évitera de le rappeler plus tard. Faites cette simulation tous les ans, puisque le mode de calcul fait que ça prend en compte la fratrie et que peut-être qu'en année N ou en année N+1, vous n'êtes pas boursier, mais que le petit frère ou la petite sœur passe en enseignement supérieur et hop, vous basculez tous les deux boursiers alors que vous ne l'étiez pas avant. Donc, cette simulation-là, faites-la, Chantal vous l'a dit, dès cette année, même si vous n'êtes pas boursier au lycée, mais faites-la rapidement, tous les ans. Cette simulation prend techniquement, si vous êtes mal organisé comme moi, moins de 5 minutes, c'est-à-dire vous prenez 4 minutes et demie pour retrouver votre feuille d'impôt et savoir le montant global que vos parents déclarent tous les ans. Vous mettez le nombre de frères et sœurs qui sont dans l'enseignement supérieur, vous appuyez sur un bouton et vous avez une première simulation qui est à 95% la bonne sur votre niveau d'échelon lorsque vous allez faire constituer réellement le dossier. C'est important parce que tous les ans, on a malheureusement des étudiants qui nous disent oh, j'ai fait la simulation, ça va faire 2 ans que je suis en fait boursier, je ne le savais pas, je n'avais pas fait attention. Faites-le, et Chantal le disait bien, ça vous permet de savoir où vous mettez les pieds. C'est important que vous ayez les bonnes informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions et activer les bons leviers. Je te rends la parole, Chantal. Merci, absolument. Donc, les bourses Crous. À ces bourses Crous s'ajoutent bon nombre de bourses internes.
les écoles, je crois que ça doit être vrai de la tienne, Julien, comme de la mienne, ont un montant de bourse sociale, on appelle ça comme on veut, qui viennent abonder, qui viennent augmenter le volume de ce que les bourses Crous apportent. Donc, c'est loin d'être négligeable. Je continue ma liste des pistes de solutions. Je vais vous parler d'alternance, que ce soit l'apprentissage, contrat de qualification, peu importe. Les grandes écoles pratiquent l'alternance. L'alternance n'est pas réservée aux métiers manuels, aux bouchers d'antan, etc. Depuis près de 30 ans, elles existent aussi dans l'enseignement supérieur. Dans mon école, c'est à peu près 35% des étudiants qui font leurs études en apprentissage ou en alternance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, les frais de scolarité passent à 0. Ils sont portés par l'entreprise. 2, vous êtes rémunéré pendant vos études. Donc, non seulement ça ne vous coûte pas, mais en plus, vous touchez un pourcentage du SMIC fixé par la loi. Et 3, ça vous donne de l'expérience professionnelle qui fait que quand vous allez par la suite entrer dans le marché du travail, mais vous avez un métro d'avance sur les autres puisque vous allez capitaliser sur cette expérience. Et vous faites tout ça en même temps que vous apprenez les cours. C'est quand même juste extraordinaire. C'est pas la finalité première, elle est de formation, mais il se trouve qu'en termes de financement des études, ça a quand même évidemment à voir. Je continue, des jobs étudiants. Bon nombre d'écoles proposent des jobs étudiants qui, du coup, s'intègrent dans les horaires des étudiants et leur permettent, par exemple, une demi-journée par semaine ou une journée par semaine, chez nous jusque 2 jours par semaine, de travailler au sein de l'école sur des travaux de recherche, sur de l'aide aux étudiants en situation de handicap, sur 1001 sujets. Ce sont des jobs à part entière, mais compatibles avec les études et qui vous donnent une partie de revenus. Les juniors entreprises, toutes les écoles ont une junior entreprise. Pareil, vous découvrirez ça dans le milieu associatif et la vie étudiante, la vie associative qui est partie prenante de la formation dans nos écoles, où les étudiants de la JE, comme on dit, réalisent des missions pour des vraies entreprises contre rémunération. Voilà, donc on apprend en travaillant comme ça, en étant rémunéré. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Le prêt étudiant, bien sûr, on ne peut pas l'ignorer. Aujourd'hui, les prêts sont nuls, à taux zéro ou quasiment. Le plus souvent, ou dans bon nombre de cadres, ils n'ont maintenant plus besoin de garants. Autrement dit, même si les parents ne peuvent pas être caution, les prêts étudiants sont accessibles et sont à des taux défiant toute concurrence, ce qui fait qu'en réalité, c'est accessible au plus grand nombre. Alors, les prêts peuvent faire peur. Enfin, en tout cas, c'est quand même aussi, chez nous, à peu près pareil. 1/3 des étudiants financent leurs études par les prêts. Pour vous donner des ordres de grandeur, pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de marginal. Le pourquoi ce prêt étudiant est utilisable et vraiment pertinent pour les grandes écoles, c'est que les grandes écoles, dans ce qui les réunit, c'est globalement quand même la qualité de l'insertion professionnelle derrière. Et quand on dit à une banque, je fais des études dans telle ou telle école, eux connaissent la qualité de l'intégration professionnelle, donc la possibilité et la bonne confiance qu'on peut avoir sur le fait que tel étudiant sera bientôt sur le marché de l'emploi, enfin dans l'entreprise plus exactement, et donc en capacité de rembourser. Donc les prêts étudiants sont une vraie solution pour les écoles. Chantal. Et il y a encore 1001 autres, je cite 2 derniers, l'aide au mérite, les années de césure, le service civique, potentiellement acquérir de l'expérience. Alors, le service civique, c'est un service avant tout, bien sûr. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire que les moyens sont nombreux, donc ne vous censurez pas sur le prétexte que ça coûte cher. Ça vaut vraiment le coup de regarder et c'est peut-être le meilleur investissement que vous puissiez faire. Je te passe la parole, Julien. Alors, merci beaucoup, Chantal. Avant d'entamer un petit peu la discussion sur le volet handicap, je voulais juste préciser, puisqu'il y a beaucoup de questions dans notre chat interne sur le financement, préciser sur la question des prêts étudiants. Ce qui peut faire peur et ce qui doit faire peur dans le sens responsabilité, c'est de s'engager sur un montant avec des traites, etc. Ce n'est pas un choix à prendre à la légère. Donc nous, quand on parle des prêts étudiants, on ne vous incite pas à vous endetter ou à vous surendetter. Mais pour vous rassurer, en tout cas pour vous donner des clés d'explication. Chantal parlait des taux d'emprunt. Aujourd'hui, emprunter 30 000 €, ce qui est une belle somme, hein, c'est une belle voiture neuve le montant d'une belle voiture neuve que vous empruntez. Les modalités de remboursement correspondent à environ 200 à 250 € par mois, lissés sur 5 ans. Donc, c'est pour que vous ayez aussi un ordre d'idée sur potentiellement le retrait sur salaire que vous allez devoir avoir à financer pendant 4 à 5 ans. Le 30 000 €, c'est une grosse somme. On retire 200 à 250 € par mois sur une courte période où vous touchez de l'argent. Ça relativise un petit peu. La seconde clé que je voulais vous donner, c'était que l'emprunt étudiant, contrairement
à un emprunt à consommation classique, en tout cas la plupart des emprunts à la consommation, c'est le différé de paiement. Vous êtes étudiant, vous contractez un emprunt étudiant, c'est parce que vous n'avez pas les liquidités, la trésorerie pour payer. Ce serait complètement illusoire, et j'ose le mot complètement débile, de vous demander, lorsque vous rentrez dans une école, de rembourser le mois d'après, de commencer à rembourser votre prêt. Vous n'êtes pas censé avoir des revenus réguliers. Les banques proposent un différé de paiement qui correspond en fait à votre diplomation, donc 3 ans, 5 ans, voire même 6 ans si vous le souhaitez. Et moi, je vous encourage à décaler de 6 mois ou d'1 an après votre diplomation programmée. Ça vous permet aussi d'avoir un peu moins de pression lorsque vous choisissez votre premier emploi, de gérer un petit peu le risque de ne pas trouver un emploi dans le mois qui suit, ce qui vous permet techniquement de suivre vos études de manière sans penser trop à l'argent, puisque vous avez financé tout ou partie de vos besoins de financement, et ça ne va pas uniquement, comme l'a dit Chantal, sur les frais de scolarité qui représentent dans la majorité des écoles le gros de la ligne de dépenses, mais Chantal l'a très bien dit, avant de payer son école, pensez à vous loger, pensez à manger, ça peut servir, et c'est le plus important pour nous, école. Je ne vais pas aller plus loin. Là, toutes les écoles ont des ressources en ligne et sur les salons sur ces sujets-là. Pensez également à financer l'expatriation quand l'école la propose. Ça peut être des fois un petit surcoût. L'idée, c'est que vous ayez vraiment un budget le plus complet possible pour ne pas avoir de mauvaises surprises. J'en arrête là sur ce volet-là. Est-ce que tu veux bien que je réponde juste à 2-3 questions pour boucler ces sujets-là? Avec grand plaisir, oui. Avec grand plaisir. Et je te passe la parole, promis, dans moins de 3 minutes. Donc, je vois que Pierre avait posé des questions sur les bourses, que Marie également. Je considère que sur la question du financement, on a tout dit. Si ce n'est pas le cas, revenez vers une autre question. Mais bon, il semble qu'on a été exhaustif. Oui, les littéraires font partie de la diversité que l'on aime dans les écoles. En tout cas, sur les écoles de commerce, c'est vrai. Et puis, ce que je voulais aussi vous redire, mais est-ce que ça va revenir? Sinon, ce sera pour tout à l'heure. Oui, les aides au logement possibles, c'est absolument compatible aussi. Ça, c'est une autre partie dans la vie étudiante. En plus, si on a des logements, par exemple, Crous ou compatibles, qui répondent aux exigences, on peut absolument concilier aide au logement et le reste. Donc, tout ça, c'est possible également. Je te passe la parole. On va parler peut-être handicap maintenant un moment et on revient vers vous avec les questions pour la dernière partie de notre webinaire. Merci beaucoup. Alors, sur le volet handicap, encore une fois, la loi nous interdit de faire de la discrimination et c'est normal et c'est bien le cas. Et Chantal l'a dit, nous, écoles, nous n'avons aucun intérêt à sélectionner, notamment sur ce critère handicap, nos étudiants. Toutes les écoles, pardon, excusez-moi, qu'elles soient grande école ou université, se doivent d'avoir ce qu'on appelle un référent handicap, en tout cas une personne de référence que les étudiants et les familles peuvent consulter sur les volets handicap. Suivant la structuration de nos écoles, certains ont une personne à temps plein sur ces sujets-là, d'autres même un service complet d'accompagnement. Le premier réflexe que vous devez avoir en tant que candidat, futur étudiant, c'est de prendre les renseignements et de vérifier que l'école a certes un référent nommé, mais j'allais dire un référent actif qui peut répondre à vos questions et qui peut, j'allais dire, vous rassurer. Oui, en tout cas, c'est le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier auprès de l'école que vous visez s'il y a un référent handicap et si vous trouvez le nom facilement et s'il répond à vos questions. Les écoles proposent un large panel d'accompagnement. Alors, bien évidemment, quand on est en situation de handicap, ce qu'on pense souvent, c'est le fameux tiers-temps qui, entre nous, n'est pas un problème dans la mise en place de la très, très grande majorité de nos écoles. C'est à notre niveau, c'est même plus un aménagement pour nous, ça fait partie de la normalité de ce qu'on peut mettre en place, notamment quand on met en place des examens. Il faut savoir que, alors, on a, pour vous donner quelques chiffres, on est sur des taux entre 2 et 3% au niveau les plus récents d'étudiants en situation de handicap. Alors, vous pourrez me dire c'est très, très peu. Nous sommes les premiers à le penser. C'est largement mieux que la moyenne nationale au niveau de l'enseignement supérieur. Et ce qui est le plus important, c'est surtout que c'est une dynamique où on prend dans toutes les écoles et universités, le nombre d'étudiants, la proportion, non pas le nombre, mais la proportion d'étudiants en situation de handicap augmente tous les ans. Et c'est quelque chose de très positif pour nous. Et ça
ça nous permet c'est le fruit en fait, d'énormément de travail de la part de toutes les écoles et toutes les universités sur ce volet-là. La grande différence avec ce que vous avez pu connaître si vous êtes déclaré en situation de handicap dans le secondaire, et je tenais à le préciser parce que des fois, il peut y avoir une incompréhension, la démarche de déclaration est forcément volontaire. Si vous étiez déclaré auprès de votre lycée cette année et que vous rentrez dans une école ou dans une université, nous n'avons pas cette information-là. Nous ne pouvons pas l'avoir d'un point de vue légal. Donc, la déclaration initiale doit se faire spontanément par l'étudiant ou sa famille. Il n'y a pas d'automaticité, même s'il y a des dispositifs légaux qui permettent la continuité des aménagements, il faut quand même qu'il y ait une déclaration. Et ça, c'est ultra important que vous fassiez la démarche, et j'allais dire le plus tôt possible. Dès que vous avez votre admission dans telle école, contactez le référent handicap, le responsable de la scolarité pour vous signaler. Il vous donnera la démarche à faire. D'un point de vue administratif, il y a des différences suivant les écoles et les universités, mais c'est pris en compte automatiquement. Dès que vous avez cette information-là, j'allais dire les meilleures écoles sur ce volet-là, ils vous prennent en charge très largement avant que vous mettiez les pieds dans le campus au mois de septembre. Plus tôt on a l'info, plus tôt on peut vous conseiller, on peut vous expliquer comment va se passer la scolarité, et on peut mettre en place, notamment pour les étudiants qui ont des besoins très spécifiques ou des besoins spécifiques un peu plus importants, on peut mettre en place, informer les équipes, notamment les équipes pédagogiques. Moi, j'ai coutume de dire on peut avoir la meilleure mission handicap d'un point de vue administratif et d'accompagnement, vous allez passer la majorité de votre temps en cours. Et donc, l'idée, c'est que vos professeurs soient au courant des spécificités, des aménagements dont vous avez besoin. Et nous aussi, école, on peut vous accompagner, notamment sur les volets de logement, etc., quand il y a des besoins spécifiques. J'en dirai pas plus sur le volet handicap, juste pour dire, déclarez-vous, prenez les renseignements en amont, et très clairement, alors, Chantal, comme nous, on ne souhaite pas que vous choisissiez vos études par rapport à des critères financiers, des critères de sexe. On ne l'a pas encore évoqué, mais est-ce que si je suis une femme, je peux faire telle ou telle école? Parce que voilà, on est encore dans des systèmes d'autocensure des fois. Lorsqu'on est en situation de handicap, bah voilà, normalement, on ne choisit pas son école par rapport à sa situation de handicap. La réalité sur le terrain fait qu'il peut y avoir des spécificités. Il peut y avoir aussi des contraintes, notamment liées à l'expatriation, etc. Je pense que plus on a d'infos, plus on peut s'engager et se projeter dans un cursus de formation. Et donc, pour conclure, n'hésitez vraiment pas à nous contacter dès à présent pour celles et ceux qui sont déjà dans une démarche d'inscription. Et je vois qu'il y avait aussi certains lycéens de seconde ou de première. C'est aussi le bon moment pour prendre des premières informations sur les écoles que vous visez, les formations que vous souhaitez, et puis avoir toutes les informations pour faire votre choix dans le Money Time, qui sera très clairement, c'est l'année de terminale qui vous permet de choisir tout ça. J'en dirai pas plus, et puis on va continuer. Je vois que j'ai fait une erreur dans le calcul. C'est 20 000 € et pas 30 000 € empruntés. L'exemple que je vous ai donné sur l'emprunt étudiant, et je m'en excuse. Je ne vous ai pas donné les bons chiffres. Là aussi, vous trouverez des simulateurs. Et ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, les prêts, renseignez-vous auprès des écoles. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce sujet, potentiellement des temps plus longs, potentiellement un remboursement qu'à partir du moment où on commence à travailler. Enfin, il y a 1001 modalités. C'est toujours difficile ici d'être dans un cadre générique, bien sûr. Je te laisse regarder les questions et du coup, je réponds à quelques-unes de mon côté. Ce n'est pas facile de slalomer entre les deux, mais bon, on essaie de faire au mieux. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions sur les financements des études. Alors, quelqu'un me demandait là, ce qui se passe à l'ESSEC. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'ESSEC, alors théoriquement, c'est sur le site, mais alors, je suis d'accord avec vous, les écoles ont encore un grand progrès pour mettre davantage en lumière ces éléments-là sur le site, et je me bats chez moi. Dans un an, comme on est en train de revoir le site, je pense que ce sera bon. Mais retenez que donc, on combine, nous, des bourses et d'apprentissage. Et on favorise plutôt, enfin, on met vraiment en valeur l'apprentissage parce que non seulement ça finance, mais ça a aussi beaucoup d'autres atouts. Néanmoins, pour la seule année qui ne soit pas accessible en apprentissage, c'est-à-dire l'année post-bac pour le programme Grande École,
Les bourses de scolarité vont de 0 à 100% des frais de scolarité, pour faire court, en fonction des revenus des familles, et puis avec évidemment des demandes de preuves, hein, mais là c'est comme pour tout. Voilà. Et puis l'apprentissage, et puis je crois qu'on peut cocher toutes les cases, tous les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, et je peux vous affirmer absolument catégoriquement qu'on peut faire les études à l'ESSEC pour rien, entre guillemets, en conciliant l'ensemble des éléments. Voilà, donc c'est juste pour vous garantir que c'est accessible à tout le monde. Après, il y a une question pour toi, Julien. Un aménagement du temps obtenu pour les épreuves du bac est-il un élément à prendre en compte, à moins que ça ait été répondu? C'est un élément pris en compte. Effectivement, dans les preuves, en tout cas, certaines écoles vous demandent des preuves de ce handicap. Les aménagements qui vous sont octroyés lors du baccalauréat est une preuve opposable et donc recevable forcément pour les écoles. Généralement, et la grande tendance, c'est une simplification du processus de déclaration. Je vais illustrer par mon école, je ne fais pas l'autopromotion, c'est juste vraiment pour vous parler de choses que je maîtrise à 100%. À l'EM Normandie, une déclaration du handicap, c'est une fois. Vous êtes à l'école pour 1 an, vous êtes à l'école pour 5 ans, c'est une fois. Le processus de déclaration et de vérification des preuves, etc., qu'on allège un maximum, les écoles se concentrent sur vos besoins d'aménagement et sur l'accompagnement. Nous, on se bat au sein du groupe handicap et en règle générale dans nos fonctions respectives sur ce qu'on appelle le surhandicap administratif, où on va demander un dossier supplémentaire parce qu'on est en situation de handicap, des délais supplémentaires, etc. On n'a aucun intérêt à faire tout cela. Donc, néanmoins, encore une fois, renseignez-vous un petit peu en amont puisque les process et les procédures peuvent changer d'un établissement à l'autre et c'est important de savoir où vous mettez les pieds. Je vérifie en même temps si on a d'autres questions. Et donc, je reprends la main sur la question. Théo, par quels arguments convaincre les entreprises de nous payer les frais de scolarité? Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche en fait. C'est quand un étudiant est en apprentissage dans une entreprise, l'entreprise mobilise des fonds qui peuvent soit servir à financer les frais de scolarité de l'étudiant qu'elle prend en apprentissage, soit sinon c'est donné à l'État. Donc en gros, c'est quand même, vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous faire un chèque comme ça pour vos beaux-yeux. Hein. Ce sont des dispositifs légaux je ne veux pas dire de défiscalisation, mais de fléchage finalement d'une partie des revenus de l'entreprise vers une utilisation de la formation d'étudiants par l'apprentissage qui est mobilisée dans ce cas-là. Hein. C'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas à vous de construire l'argumentaire, c'est à vous de convaincre l'entreprise de vous prendre vous en apprentissage peut-être plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, il faut que vous soyez convaincant là-dessus. La partie mécanique financière, c'est la loi qui s'en occupe. La très grande majorité des écoles ont un service dédié sur l'alternance qui permet de sourcer les entreprises et les offres. On est dans une démarche de recherche qui est un peu différente que l'imaginaire qu'on peut avoir, notamment dans des CFA, sur des formations post-bac, infra-bac, excusez-moi, où l'étudiant, le lycéen doit aller chercher son contrat, etc. Là, la plupart du temps, il y a des partenariats, il y a un certain nombre d'offres qui est proposé à nos étudiants. Certes, Chantal l'a très bien dit, l'étudiant doit aller convaincre l'entreprise à un moment donné, mais sur son profil et son CV, pas sur l'intérêt pour l'entreprise de basculer sur un contrat d'alternance ou pas. Ça, la démarche des entreprises, toutes les entreprises ont basculé sur l'intérêt d'avoir des alternants en post-formation. C'est même plus de la formation pour eux, c'est de la post-formation. Ils ont des jeunes collaborateurs qui peuvent former à leur métier et qui reçoivent une formation académique de qualité en back-office. Je propose de prendre la question de Mathias qui aimerait faire des études à l'étranger, plus précisément dans un pays anglophone, et qui se pose la question de voilà, est-ce qu'il vaut mieux s'engager dans une classe préparatoire et y aller plus tard, etc. Là encore, la bonne nouvelle, c'est que franchement, il n'y a pas qu'une bonne réponse à votre question. Donc, je vais vous en proposer plusieurs. J'imagine que vous êtes en terminale peut-être actuellement. Si vous vous posez cette question-là, il y a déjà une première question, c'est la maturité, entre guillemets. Si vous vous sentez dès l'entrée dans le supérieur, donc dès l'après-bac, de partir à l'étranger, notamment dans une université anglaise, américaine, comme vous voulez, que vous avez les moyens de le faire, franchement, go. Ça va être un boulevard par la suite parce que par les admissions sur titre international, dans 2 ans, 3 ans, fort d'une expérience internationale, fort évidemment d'un bilinguisme que vous aurez acquis d'ici là, franchement, c'est un boulevard pour postuler et rejoindre des grandes écoles. Donc ça, c'est un premier chemin tout à fait possible. Après, si vous commencez par une classe préparatoire, vous intégrez une école, toutes les écoles aujourd'hui
exige un certain nombre de mois à l'international pour le diplôme. Quand on sort d'une école, quelle qu'elle soit, je pense au moins en tout cas école de management, école d'ingénieur, j'ai du mal à imaginer que ce ne soit pas le cas pour les autres, on est diplômé que quand on a validé les cours, validé de l'expérience professionnelle, validé de l'expérience internationale. Donc, dans le cadre de vos cursus, vous aurez l'occasion aussi d'aller dans un pays étranger. Donc, c'est à vous, en fait, d'avoir en fonction de votre rythme, de ce qui vous semblera le bon moment pour partir. En tous les cas, ce n'est pas parce que vous commencez à l'international que vous aurez du mal à revenir, au contraire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sinon, vous me demandez. Et entre-temps, je propose de prendre la question aussi de Robin, qui hésite, semble-t-il, entre un parcours grande école ou bien commencer par un BUT technique de commercialisation, par exemple, suivi d'un master en grande école. Là encore, on a un système d'enseignement supérieur qui est complexe, 13 000 formations. Inutile de dire qu'on comprend le questionnement qu'ont tous les lycéens de terminale. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être complexe, mais c'est extrêmement riche. Donc, il y a plusieurs bonnes solutions pour aller là où vous voulez aller. Donc, les deux chemins sont possibles. Et là, ce qui va faire la différence et ce qui va faire le meilleur choix entre un parcours grande école ou une étape BUT suivie d'un master, franchement, c'est vous. Donc, les deux seront bons. Nous, enfin, les écoles proposant les deux, soit en direct, soit en admission parallèle, c'est parce qu'on sait que les deux conduisent au bon endroit. L'intérêt de passer par un BUT technique de commercialisation, c'est quoi? C'est que pour certains, ça rassure, parce que c'est déjà une étape, un premier diplôme. Quand on ne sait pas trop où on veut être à court terme, ça permet d'assurer. Souvent, le BUT, vous allez le trouver à proximité de chez vous, donc parfois aussi, pour des raisons diverses et variées, personnelles, familiales, financières, tout ce que vous voulez, ça peut rassurer. Ça peut aussi permettre de consolider des choses très techniques, parce que peut-être que c'est une façon de démarrer avec des apprentissages peut-être plus concrets. Donc voilà, pour certains, c'est la bonne solution. Et ensuite, après un BUT, il faut regarder ce que ça donne avec la réforme, mais il peut y avoir alors soit vous intégrez directement en admission sur titre une école de management, soit par exemple en ingénieur, ça se fait aussi, vous avez même la possibilité de passer par des filières intermédiaires, des types ATS, vous regarderez, et qui vous permet de viser y compris les écoles les plus sélectives. Donc, je confirme démarrant par un BUT, le champ des possibles est important et vous pouvez tout à fait rejoindre une grande école au niveau master. Si vous avez un autre profil, par exemple un profil plus scolaire, si vous êtes bien à l'école, et si l'idée de dire finalement le principe d'une classe, moi ça me va bien, une prépa pendant 2 ans où vous gardez ces éléments-là, où vous apprenez, vous développez des compétences, des capacités de travail incroyables, c'est peut-être fait pour vous aussi, et puis derrière vous rejoignez une grande école, vous savez qu'aujourd'hui, il y a quasiment autant de candidats, de places dans les écoles que de candidats. C'est absolument vrai en école d'ingénieur et en école de management aussi. Bon, après, quelle école vous allez voir, c'est la clé de répartition, mais les deux champs des possibles sont vraiment intéressants. À vous de creuser qui vous êtes et la filière qui vous conviendra le mieux. Là, on est plus sur des conseils d'orientation génériques, mais évitez de vous fermer trop de portes en étant dans un cursus très ultra spécialisé avec très très peu de portes de sortie pour les raisons qu'a évoqué Chantal. Certains d'entre vous ont 16, 17, 18 ans. Là, c'est le vieux qui va parler. Vous pouvez changer du tout au tout en 2 ans parce que vous allez grandir, avoir plus de maturité, découvrir aussi d'autres univers et d'un sens comme dans l'autre, vous allez pouvoir vous ouvrir des champs des possibles que vous ne pensiez pas possibles à 18 ans et parce que vous avez fait des découvertes, vous avez aussi un peu plus de maturité, vous allez vous lancer. Et on a tellement d'étudiants qui se disent « moi, je ne suis pas fait pour les grandes études, je veux un BTS ou à l'époque un DUT, donc 2 ans, et puis après, je vais sur le marché du travail. » Et puis, ces gens-là, on les voit en master, puis après en master spécialisé, voire même d'autres qui poussent en doctorat, parce qu'en fait, ils se sont découverts une passion, j'allais dire sur le tard, mais on apprend à se connaître tout au long de sa vie, et qui plus est à votre âge. Donc, ne vous mettez… Alors, je sais que beaucoup se mettent énormément de pression sur le principe de l'orientation. Il y a des parents qui sont derrière nos écrans et les parents contribuent aussi à mettre la pression. C'est normal, il faut quand même se poser les bonnes questions et faire les bons choix, mais vous ne partez pas sur un cursus ou sur un parcours de vie tracé sur l'ensemble des 20 prochaines années. Encore heureux, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, on a le droit de changer d'avis. Ce qu'il faut faire, c'est de minimiser les risques d'échec, les investissements aussi, et les risques de perte, un peu tout ça. Il existe plein de passerelles. Chantal l'a très bien dit, il y a des étudiants qui
sont faits pour un parcours type BUT, type BTS, d'autres qui sont faits pour passer par une prépa, d'autres qui sont plus pour un mode universitaire, fac, etc. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est vous votre bonne réponse. Quoi qu'il arrive, c'est l'investissement et le travail que vous allez mettre en place qui fera votre réussite. Ce n'est pas, que la qualité de l'école que vous allez choisir, que le mode d'enseignement, que la qualité des professeurs que vous allez avoir en face. Vous pouvez rentrer dans la meilleure école du monde avec le meilleur niveau, le meilleur accompagnement. Si vous ne mettez pas de l'investissement, vous ne travaillez pas, etc., les résultats seront à hauteur de votre non-travail et inversement. Oui. Je vais répondre aussi à différentes questions relatives à l'ESSEC, mais que j'étendrai plus largement. En gros, comment on entre dans une école comme l'ESSEC? Déjà, derrière, par exemple, derrière l'ESSEC, mais c'est vrai d'autres écoles, il y a plusieurs types de formations. Donc, de quoi parlons-nous? Par exemple, à l'école, on a à la fois, j'allais dire, une école post-bac, qu'on appelle le Global BBA, où on entre à bac plus 0 sur le concours Sésame, ou bien où on entre sur admission sur titre, après typiquement un BTS, un BUT, une licence, boum, un peu plus loin, et on poursuit en apprentissage. On a une autre formation, et je réponds au passage aussi, donc ce qu'on appelle le programme grande école, où on entre soit par des classes préparatoires aux grandes écoles, soit par des admissions sur titre françaises ou internationales, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour soit les internationaux, soit les Français qui commencent à l'international et qui reviennent. Et pour répondre à votre question, c'est 50-50 à peu près. On a 50% des étudiants de la grande école qui viennent de prépa et 50% qui viennent des admissions sur titre, 2/3 d'entre eux internationaux, 1/3 nationaux. Donc, une grande diversité. Vous demandiez aussi, il y avait un autre point où j'avais envie de vous répondre. Voilà, donc ça, j'ai répondu du coup. Ah oui, si, je disais les écoles, oui, je vous disais, regardez sur les sites des écoles, parce que derrière une école, et depuis le site de la CGE, je pense que vous devez pouvoir trouver toutes les écoles reconnues par le ministère, parce que ça, c'est un point très important. La CGE n'a que des écoles visées par l'État, c'est-à-dire elle peut se porter garante de la qualité de l'école. Parce que je suis obligée de dire, en école de commerce, vous le savez, en école de management, il y a aussi des écoles non visées par l'État, très chères, et qui n'apportent vraiment pas toutes ces garanties. Donc, vérifiez quand même ça, d'où l'intérêt de passer par le site de la CGE, de la Conférence des grandes écoles, pour vous assurer que l'école est bien visée par l'État. Je voulais dire ça. Et je disais donc que derrière ces écoles, cette liste d'écoles, il y a ensuite des différentes formations. Donc, vous devez entrer dans un cran plus loin pour creuser la formation qui vous intéresse. Je reviens sur le cas de l'ESSEC parce que je parle de ce que je connais mieux. Souvent, on parle de la grande école, mais il y a effectivement des masters spécialisés que vous pouvez joindre donc plus tard, après avoir fait peut-être un premier parcours d'études qui vous fait dire, mais finalement, j'ai besoin de management pour mon projet, et vous pouvez y aller. Mais je donne un autre exemple, par exemple, toujours à l'ESSEC, là, à la rentrée prochaine, on lance une nouvelle formation très innovante et en lien justement avec les questions de transition écologique, sociale, monde de demain, qui s'appelle le Bachelor Act. Vous regarderez sur attaché tout ça, Bachelor ACT, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de l'ESSEC, derrière, il y a toute une panoplie d'écoles. Il faut que vous alliez plus loin. À ce stade ici, on ne peut pas répondre précisément à toutes ces questions-là, parce que d'abord, je suis sûre qu'on ne connaît pas tout ce qui existe, loin s'en faut. Voilà. Mais par contre, derrière CGE, vous avez des écoles donc de qualité, au vu de la qualité de l'enseignement, de la relation avec les entreprises garantes d'insertion professionnelle, de la recherche, là aussi connectée à la vraie vie et d'international, on en parlait tout à l'heure. Tous ces éléments-là sont des dénominateurs communs que vous trouverez derrière toutes les grandes écoles. Voilà, je ne sais pas s'il nous reste des questions. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu… Voilà, Alexandra, je vous ai répondu. Normalement, je vous ai mis le lien vers la liste des grandes écoles, des écoles de management reconnues, membres de la CGE, des conférences des grandes écoles. Et donc, comme l'a dit Chantal, reconnues par l'État. C'est un point ultra important. Alors, un peu plus prégnant pour les écoles de commerce, il y a aussi des charlatans sur les autres domaines. C'est ultra important. Très clairement, voilà, ça va faire 10 ans que je travaille dans l'enseignement supérieur, etc. Ça reste encore des fois une nébuleuse sur l'ensemble de l'enseignement supérieur. Même nous, en tant que professionnels, et même au sein de nos écoles, des fois on en rigole avec Chantal, où on est obligé d'étudier nos parcours de formation, nos programmes, parce que c'est très technique. Donc, j'ose même pas imaginer en tant que parent ou candidat un peu néophyte de tout ça. Il y a des charlatans et surtout il y a des boîtes privées, les fameuses boîtes Afrique, que la presse, des fois, dont la presse se fait écho. C'est une réalité, malheureusement. La CGE, là, ce n'est pas l'autre promo qu'on fait. La CGE est garant de
des diplômes et de la valeur du diplôme de manière légale, pas la qualité de l'enseignement, même s'il y a un volet qualité qui est très important, mais le ministère, je peux vous dire, on en parlait juste avant de prendre la parole avec Chantal, on est dans des processus d'accréditation, de vérification, de certification, quasiment tous les ans, on a un ministère, on a un organisme qui vérifie la qualité de l'enseignement, qui vérifie que ce qui est affiché sur le site Internet est une réalité pour nos étudiants. C'est des processus très, très, très lourds et nous, on s'en félicite en interne. En termes de charge de travail, ça peut être un peu ennuyeux, mais c'est un gage de qualité et ça nous permet aussi d'avoir des barrières pour vous donner des diplômes et un enseignement de qualité reconnu en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, mais je pense que tout est dit. J'ai répondu encore une dernière question. On peut encore regarder, mais bon. Voilà. Quelles sont les procédures à suivre si on arrive à terme des crédits Crous? Alors, à terme des crédits Crous, ça veut dire que vous avez, je pense, eu 7 années de crédits Crous normalement. 4 en étant boursier, c'est le nombre d'années max. Je crois que c'est 7. Parce que je connais des étudiants qui ont eu 7 années Crous. Il faut regarder plus précisément. Bon, alors, si c'est. Alors, je peux laisser mon adresse mail si vous êtes candidat en AST au programme Grande École. Donc, je me mets dans le chat parce qu'il faut regarder plus précisément. Hein, il n'y a pas de raison. C'est 7 ans de droit à Crous. Donc, il faut qu'on regarde ça de plus près. Il doit y avoir quelque chose qui coince quelque part. Pour être le plus précis possible sur le côté bourse Crous, vérifiez aussi notamment celles et ceux qui s'orientent vers un master spécialisé. Donc, généralement, c'est un master spécialisé après 5 ans d'études. Certains masters spécialisés ne sont pas éligibles à la bourse Crous. Alors, ça reste très rare, mais c'est un diplôme un peu particulier, bien qu'il soit reconnu, bien évidemment, par l'État et par la CGE. Le Crous, des fois, ne finance pas ce type de formation. Donc, sachez-le, même si là, c'est une année spécifique, généralement en toute fin de cursus, mais certains peuvent avoir une mauvaise surprise, compte sur tant d'euros liés à la bourse Crous qui ne viennent pas une fois qu'on est inscrit. Mais ça reste, c'est une question qu'il y avait au tout début. Nos grandes écoles sont éligibles, nos formations dispensées par les grandes écoles sont, alors je vais donner un pourcentage qui n'est peut-être pas réel, mais à 99%, c'est éligible par les bourses Crous, les bourses dites d'État, si vous êtes éligible, bien entendu. Encore une question sur l'international et après, on va peut-être devoir s'arrêter là. Mathias qui demande s'il existe des grandes écoles encadrantes. Encadrante, ça veut dire quoi? Permettant d'effectuer des stages à l'étranger. Je le redis, je pense que dans toutes les grandes écoles, les étudiants sont amenés à faire des stages à l'étranger. On est dans un monde globalisé et pour se préparer à travailler dans ce monde-là, il faut évidemment en prendre conscience. La plupart des grandes écoles ont des services spécialisés. On en parlait tout à l'heure. Hein, c'est vrai de l'insertion, de la relation aux entreprises, c'est vrai dans d'autres. Donc, je pense que vous trouverez ça dans toutes les écoles, me semble-t-il. Et ce qui est une certitude, c'est que sur les écoles de management, sur le programme Grande École, il y a un volet internationalisation où, à minimum, vous devez avoir une expérience internationale d'au moins 6 mois, que ce soit dans un programme d'échange universitaire ou de stage à l'étranger, etc. Ça fait partie des prérequis. On parlait des certifications du ministère, etc. Ça fait partie des prérequis pour pouvoir avoir ce fameux grade de master programme Grande École. Pour faire l'ICAM, non, il ne faut pas passer le concours CPGE, me semble-t-il. C'est une école à laquelle on entre essentiellement post-bac, sauf si ça a changé. On peut évidemment, il doit y avoir des admissions parallèles aussi, mais le recrutement principal, ça c'est pour Paul, se fait bac plus 0. Et quand on est en PCSI et qu'on se demande quel concours passer au vu des concours, alors si je ne m'abuse, quand on est boursier, les concours sont gratuits, hors les aspects de déplacement et autres, hein, mais il n'y a pas de frais d'inscription au concours. Après, c'est la grande question de quel concours faire. Alors, je rappelle que 100% de ceux qui entrent dans une école ont tenté leur chance. Donc, évidemment, on ne peut pas se limiter à des écoles. Il faut oser tenter des écoles de vrai. Moi, j'aime bien dire, pour choisir, choix du cœur, choix de la raison, choix de la sagesse. Le choix du cœur, voilà, si j'aimerais vraiment aller là, franchement, il faut tenter. Ce serait trop bête de passer à côté de cette chance, même quand la probabilité est faible. Le choix de la raison, oui, logiquement, ça doit aller là. Et le choix de la sagesse, et j'assure de toute façon pour avoir quelque chose. Ça marche à tous les coups, y compris des Parcoursup d'ailleurs. On a une dernière question d'Adrien qui est très intéressante sur les classements presse des écoles. Plusieurs revues, Challenge, Le Point, etc., publient des classements d'écoles. Lequel est le plus fiable? Là, je vais vous apporter une réponse de Normand. Les classements vous permettent d'avoir un certain nombre une vision de la qualité
des programmes et des écoles, suivant différents critères. Le classement de l'étudiant n'est pas le même que celui du point en termes de critères, etc. Moi, j'aurais tendance à dire, en plus de ces classements presse, qui sont spécifiques quand même, il y a aussi le coup de cœur. Et on étudie aussi, on ne choisit pas son école uniquement sur le classement de l'année, etc. Vous allez rentrer dans une école avec une histoire. Et une très très bonne école peut ne pas convenir à quelqu'un, et on préfère choisir une école qui est classée juste en dessous ou un peu plus loin. Donc c'est un vrai débat, hein, qu'on a eu également avec Chantal assez longuement. Il y a aussi derrière, et je vais être peut-être un peu polémique, c'est aussi un business, hein, les classements. Pourquoi aussi il y a différents classements? Parce que c'est rattaché à des organes de presse qui eux-mêmes vendent leur propre classement, etc. Donc, c'est important, hein, ça vous permet de vous juger, surtout après ce que je vous ai dit sur le fait que c'est un peu une nébuleuse quand on arrive, quand on doit faire son orientation et on ne sait pas trop comment s'y retrouver. C'est une sorte de GPS, mais comme tout GPS, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Allez à la rencontre, allez sur les journées portes ouvertes, allez visiter, allez rencontrer le personnel, et même mieux, allez rencontrer les étudiants lors des portes ouvertes, etc. Ce sont les étudiants qui vendent le mieux leur formation, dans le sens où ils sont les plus honnêtes. Ils vous diront oui, telle formation que je suis est super, mais ils sauront vous dire aussi lorsqu'on n'est pas bon ou lorsqu'ils ne sont pas contents de ce qu'on leur propose. Donc, vraiment, ça, c'est une vraie question qu'il va falloir, qu'il faut que vous étudiez, mais allez sur place, allez rencontrer les étudiants qui sont déjà en place, allez rencontrer le personnel. Et j'en terminerai là-dessus. Il y a le programme, le cursus, etc. Mais il y a aussi la localisation, il ne faut pas se leurrer, hein. Il y a des gens qui sont très contents d'aller étudier chez toi, Chantal, à Cergy, d'autres qui vont dire non, à Cergy, ça ne me plaît pas, je préfère aller dans le sud, etc. Ça rentre en ligne de compte également, il ne faut pas se leurrer, hein. Vous allez passer peut-être 5 ans dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement, il ne faut pas non plus oublier tout ça. Oui. Et j'allais dire, n'oubliez pas les JPO, les journées portes ouvertes. Franchement, c'est maintenant que ça se joue. Et dès la première, ça fait sens. Vous commencez à vous immerger, vous commencez à comprendre des éléments qui seront importants pour vous. Vous sentez une ambiance, vous rencontrez des gens, vous vous projetez dans l'après-bac. Tout ça, c'est super important. Il y a une sacrée transition, hein, entre la fin de terminale et 3 mois après, vous voulez étudiant. Franchement, c'est pas du luxe que de préparer tout ça. Ça met de la sérénité, ça donne de l'envie aussi, de la motivation. Du coup, tout ça, c'est important. Voilà. Et c'est maintenant, je sais que la LSEC, c'est dans 15 jours, et je pense qu'il doit y avoir des parties en ligne, parce qu'on comprend aussi qu'on ne puisse pas non plus tout faire. Suite à la crise, on a beaucoup progressé aussi, je pense, sur pas mal d'éléments en ligne. Donc, tout ça, c'est vraiment à faire. JPO, ne loupez pas ça, c'est très important. Je ne sais pas s'il reste des questions, mais peut-être qu'on va devoir s'arrêter là si on ne veut pas se faire tirer les oreilles, Julien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Alors, vous allez pouvoir, pour celles et ceux qui ont des questions handicap, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, nous avons encore une permanence sur le stand handicap de ce présent salon CGE jusqu'à 20h, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, vous avez, chaque école a des services qui peuvent répondre à vos questions, notamment sur les admissions et les concours. Il y a encore le salon CGE qui est ouvert, et donc vous allez pouvoir aussi avoir des écoles qui sont présentes actuellement. Le maître mot, pas d'autocensure, et en tout cas, posez-vous les questions. C'est bien de se poser les questions, et sachez que à 80%, il y a des réponses plutôt positives à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas, n'ayez pas honte ou peur de poser, quelle que soit la question, pour avoir la bonne réponse et préparer votre parcours de formation, puisque vous êtes qu'au début de votre vie, et c'est très important. C'est les plus belles années qui s'annoncent pour vous. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour vos questions. On a essayé d'y répondre au mieux. Bonne chance pour la suite. Le champ des possibles est immense. Une grande école, pourquoi pas vous? Et donc, suite au prochain épisode. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.